Merci d'avoir accepté notre invitation pour l'activité que nous avons aujourd'hui ensemble. Dans ce magnifique cadre de l'hôtel du Fleuve, salle Kempinski. Nous sommes là pour parler des deux premières résolutions internationales reconnaissant le génocide commis en République démocratique du Congo. Nous sommes là aussi pour appeler les ONG de droits de l'homme, mais aussi les défenseurs des droits humains dans l'ensemble, à intensifier la campagne de sensibilisation auprès de notre peuple pour que celui-ci s'approprie le combat de la reconnaissance internationale de notre génocide. Nous sommes là aussi pour appeler la société civile congolaise dont vous faites partie à prendre aussi sa résolution reconnaissant le génocide. Je reviens au premier point, c'est-à-dire le point concernant les deux résolutions internationales reconnaissant le génocide commis dans notre pays. Ici, je voudrais rappeler que le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide commis en République démocratique du Congo a été conçu et initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et au moment où ce plaidoyer commence à produire des fruits, je vous demande d'applaudir frénétiquement le génie de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans ce combat, son Excellence, Monsieur le Président de la République, est accompagné par la distinguée Première Dame, qui a fait de la réparation des victimes son combat. J'étais directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, le patriarche Christophe Mbosso Kodiampwanga, quand j'ai vu la distinguée Première Dame venir personnellement faire le suivi d'un projet de loi. Et c'est ce projet de loi qui a donné naissance à ce que nous appelons aujourd'hui FONAREV. Et le jour de cette audience, la distinguée Première Dame a expliqué au président de l'Assemblée nationale qu'il était impérieux que la République se dote d'un texte de loi qui va donner naissance à un établissement qui va suivre de près la question des victimes et de leur indemnisation. Cette loi-là a été votée à cause de cette campagne et ce suivi de la distinguée Première Dame. Et nous, qui sommes dans le secteur des droits humains, quand je dis nous, c'est moi et vous, nous pouvons témoigner que chaque fois qu'il y a une activité gouvernementale de ce niveau-là, quand le chef de l'État est là, la distinguée Première Dame ne manque pas à côté. Je voudrais vous demander à tout seigneur, tout honneur, reconnaître le mérite de la distinguée Première Dame à travers vos applaudissements. Au niveau implémenté par
la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, qui comprend parfaitement la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans ces secteurs. J'en témoigne, étant ministre des Droits humains, mais avant cela, j'étais vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international. C'était le premier moment pour moi d'affronter le Rwanda à travers l'ouverture de 3 procès, et ce travail, nous l'avons réussi grâce à la compréhension que la Première ministre a de la vision du chef de l'État. Et maintenant, ministre des Droits humains, ce combat continue. Je peux vous assurer que c'est avec l'appui et une très grande compréhension de la part de la Première ministre que je vous prie de reconnaître aussi à travers vos applaudissements. Chers camarades militants, défenseurs des droits humains, après cette phase de reconnaissance des mérites des uns et des autres, je voudrais vous parler des 2 résolutions en question. De quoi s'agit-il exactement? Depuis plus de 30 ans, notre pays fait l'objet d'une agression injuste, principalement de la part du Rwanda. Il va sans dire que l'Ouganda et d'autres pays voisins ont eu aussi à commettre des violations graves et massives de droits de l'homme dans notre pays. Mais le Rwanda se caractérise en particulier dans le domaine des génocides. Il y a eu des massacres qui donnent aujourd'hui plus de 10 millions de morts, plus de 10 millions de déplacés internes, beaucoup de femmes violées, beaucoup d'enfants enrôlés de force dans l'armée, beaucoup de familles disloquées, des rêves de vie brisés. Et tout cela dans les silences les plus inqualifiables de la communauté internationale. Quelquefois, lorsque la communauté internationale a fait semblant de reconnaître ce qui se passe chez nous, la communauté internationale s'est arrêtée à reconnaître qu'il s'agit de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, mais jamais le mot génocide n'a été prononcé. C'est quoi le crime de guerre? Le crime de guerre, c'est quand, lors d'un conflit armé, on s'attaque aux personnes qui ne participent pas aux hostilités, c'est-à-dire à la guerre, ou lorsqu'on s'attaque à des personnes qui ne participent plus aux hostilités. Ça signifie, pour le premier volet, qu'il s'agit des civils. Pour le deuxième volet, il s'agit de militaires déjà désarmés ou de militaires blessés. Lorsqu'un militaire ne participe plus aux hostilités, on peut en faire un prisonnier de guerre, mais on ne peut plus le tuer. La guerre s'est faite selon les règles. Le droit de la guerre existe. Le droit de la guerre, c'est ce qu'on appelle le droit international humanitaire. C'est-à-dire que lorsqu'une armée doit bombarder quelque part, cette armée doit se rassurer que le bombardement vise
des militaires. Le bombardement vise des personnes qui participent aux hostilités et pas autre chose. Lorsqu'on ne prend pas cette précaution, on a commis le crime de guerre, c'est-à-dire qu'on a violé le droit de la guerre, droit international humanitaire. C'est quoi le crime contre l'humanité? Le crime contre l'humanité, c'est lorsque on s'attaque à une localité, on s'attaque aux populations civiles lors d'un combat ou d'un conflit armé. Vous voyez ce que je viens de dire, c'est tout ce que la communauté internationale a retenu jusqu'ici. Et pourquoi jamais le mot génocide? C'est parce que la communauté internationale sait aussi que lorsqu'on dit que ce qui se passe dans ce pays-là est un génocide, ça signifie qu'on appelle le monde entier, on appelle toutes les structures du monde, tous les pays du monde, tout individu à protéger ce peuple-là. En résumé, ça signifie qu'on est en train de dire à la communauté internationale, protégez ce peuple-là parce qu'il est menacé, il est visé d'extermination. C'est comme ça que les pays qui ont obtenu la reconnaissance de leur génocide en ont fait une sorte de fonds de commerce. C'est-à-dire partout où on verra un citoyen venant d'un pays dont le génocide a été reconnu, ce n'est pas protéger une entité abstraite, c'est chaque individu qui compose ce peuple-là. Pour nous qui avons été à l'étranger pour les études, nous avons vu comment les Arméniens sont traités parce que leur génocide a été reconnu, comment les Rwandais sont traités, c'est-à-dire qu'ils arrivent, quand ils disent ils demandent d'asile, directement, ils sont reçus, ils font des formations, et aujourd'hui, même s'ils sont très nombreux, ils sont dans presque toutes les structures internationales, parce qu'ils sont accueillis en tant que peuple qui doit être protégé. C'est ça qu'on nous refuse, alors que la tragédie que la République démocratique du Congo est en train de connaître est une tragédie que le monde n'a jamais vécue. Je ne veux pas revenir sur les chiffres, parce que le président de la nouvelle société civile, Jonas Tchombela, nous en a parlé. 400 000, il n'y a pas de comparaison à faire avec 10 millions. 800 000 du Rwanda, il n'y a pas de comparaison à faire avec 10 millions. Et encore, il faut dire que dans tous ces pays-là, il y a eu un seul génocide. C'était une seule opération limitée dans le temps. Chez nous, c'est 30 ans, et dans les 30 ans, il y a beaucoup de génocides qu'on s'est vraiment séparés. Mais notre tragédie était ignorée. Je me permets d'en parler un peu dans le passé parce que les résultats commencent à tomber. C'était difficile de dire qu'il y a génocide en RDC. Le dire reviendrait aussi à avoir un comportement qui protège totalement le peuple congolais. C'est-à-dire que ceux qui tiraient profit de ce que le Rwanda fait chez nous, ils devaient aussi, en le faisant, abandonner cette voie-là. C'est ce qui est à la base de la lourdeur. Je ne vous parle pas de ces choses pour le plaisir de vous en parler,
c'est justement pour vous amener à comprendre que maintenant que nous commençons à avoir quelques décisions qui reconnaissent les génocides congolais, nous devons intensifier ce plaidoyer qui a été conçu et initié par le président Félix Tshisekedi. Nous devons intensifier pour arriver à ce que, au niveau de l'Union européenne, que l'Union européenne aussi dise qu'il y a génocide en RDC. Le génocide, c'est quand un peuple est massacré de manière planifiée. Vous voyez, la ligne de démarcation peut être difficile entre le crime contre l'humanité et le génocide. Parce que dans les crimes contre l'humanité, on a tué des populations civiles, on a tué les peuples d'une localité, mais c'est quand on arrive à démontrer que le massacre dont question a fait l'objet d'une planification. Alors à ce moment-là, on dit qu'il s'agit d'un génocide. Mais en RDC, il n'y a plus de doute que ce qui se fait dans beaucoup de nos localités ne sont pas des simples massacres qu'on doit qualifier de crimes contre l'humanité. Il s'agit de massacres planifiés. Dans certaines localités, on est venu traumatiser la population pour que tout le monde, en tout cas, d'abord ceux qui peuvent mourir, meurent, que ceux qui peuvent fuir se disent on ne va plus revenir là. Et quand ils quittent comme ça leur terre, les terres sont récupérées. Ce qui se passe actuellement à l'est de la RDC, c'est que quand on terrorise comme ça notre peuple et que des populations entières quittent leur territoire, leur localité, le Rwanda vient implanter des populations venues tout droit du Rwanda. C'est ce qui se passe actuellement. Vous, père d'une famille, on vous réveille nuitamment avec votre épouse, vous êtes là debout. Peut-être avec des enfants qui ont un certain âge. 25 ans, 24 ans, ils sont là debout. Alors on commence par votre fille de 3 ans. On vous dit à vous, père, de coucher sur votre fille de 3 ans devant vos enfants de 25 ans, 24 ans et devant leur maman. On vous dit, si vous ne les faites pas, on vous tue. Là au milieu, on commence déjà par tirer sur l'un des enfants qui a trouvé qu'on ne pouvait pas dire ça à son père. On tire sur lui, il tombe devant toute la famille. Et on dit au papa de le faire. Le papa qui refuse de le faire, on tire sur lui, il meurt. On demande à l'autre jeune de le faire. Peut-être de monter sur sa maman. Dans certains villages, quand ils viennent, ils éventrent les personnes. Donc, on prend la maman et son enfant, on les éventre et on attache leur intestin. Et on les laisse comme ça. Dans la vidéo que vous avez vue, la femme que vous avez vue se faire violer, c'est la femme, elle fut femme d'un magistrat. Son mari était très critique vis-à-vis des assaillants, et le jour où ils sont venus pour s'occuper du mari, ne l'ayant pas trouvé, alors ils ont commencé à violer la femme. Et les images que vous avez vues sont des images filmées avec son propre téléphone, le téléphone de la femme, et on envoyait instantanément les images à son mari qui était en fuite. Vous voyez ce que nos compatriotes vivent à l'Est. Cette femme-là est morte, ce ne sont pas ces gens-là qui l'ont tuée.
vous avez vu des hommes aussi sales, comme ceux que vous avez vus là. Prendre la femme de quelqu'un par tous les orifices que vous pouvez imaginer du corps de la femme. Et après, ils l'ont laissé. Le lendemain, la femme a quitté Goma. Elle est allée à Bukavu dans sa famille. C'est là où elle a laissé ses enfants en demandant à ses parents de les garder. Mais elle n'a pas dit qu'elle-même, elle sortait pour se suicider. Et elle s'est jetée dans le lac. Cette femme-là est morte parce qu'elle s'était sentie déshonorée. Vous voyez ce genre d'atrocités, quand on les fait, les gens prennent fuite. C'est comme ça qu'on parle aujourd'hui des déplacés de guerre. À l'est de notre pays, il y a beaucoup